Mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver dans cette édition du journal sur FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bien. Tout de suite, le journal. Rétrospective, mesdames et messieurs, merci de la... Tout le plaisir est le nôtre de vous retrouver dans le cadre de cette grande édition du journal sur la Fondation Maloua. Madame, Monsieur, bienvenue si vous nous rejoignez. Commençons d'abord par l'actualité. La situation humanitaire devient de plus en plus catastrophique pour les populations victimes des atrocités de groupes armés, surtout les M23. Le ministre des Affaires sociales et Action humanitaire a lancé une campagne de solidarité en faveur des victimes. L'information ressort du briefing de presse hebdomadaire tenu par le porte-parole du gouvernement, je cite Patrick Mouyaya. Rid Nozé nous en parle. Au cours de ces échanges ordinaires sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, le porte-parole du gouvernement congolais a précisé qu'il n'existe aucune promesse faite par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à son homologue rwandais. Patrick Mouyaya a sans embâche ni faux fouillant coupé court à toute spéculation suscitée par l'adresse du président Paul Kagame devant le Parlement de son pays. Il n'y a pas de promesse que le président de la République a faite à son homologue, si ce n'est la promesse d'avoir une relation normale. Mais à quelque chose malheureusement, parce que ça nous permet de comprendre qu'avec les voisins, on n'a pas besoin d'une République démocratique du Congo en paix, on n'a pas besoin d'une République démocratique du Congo qui se développe, on a besoin d'une République démocratique du Congo affaiblie, sur laquelle on pille pour se construire. Le ministre des Droits humains a pour sa part retracé les différentes violations des droits de l'homme perpétrées par ces rebelles du Rwanda. En rôle, les enfants les utilisent comme boucliers humains et les utilisent également dans des travaux forcés, outre le fait qu'ils s'adonnent à utiliser le viol comme arme de guerre. Cela est très grave sur le plan des droits humains. Nous ne cesserons de les dénoncer et cela est d'une extrême gravité et nous nous employons à enrichir les livres blancs que nous préparons, que nous documentons et la justice internationale devrait s'occuper de ces cas particuliers de violations manifestes des droits humains. La situation humanitaire est également alarmante, affirme le ministre de tutelle. Je voudrais, Patrick Mouyaya, que nous puissions noter au départ que notre pays vit un drame humanitaire grave. Nous avons sur tout le pays un déplacement massif de plus ou moins 5 600 000 personnes. Pour la seule province de l'Ituri, nous pouvons dénombrer 1 600 000 et pour le Nord Kivu, 1 800 000. A pu lancer un appel à la population pour faire appel à un élan de solidarité pour aider ces populations. Malgré l'activisme du M23, les FARDC poursuivent les opérations militaires de grande envergure pour éradiquer complètement les M23 du territoire congolais. Toujours dans l'actualité, la feuille de route de Luanda n'est pas respectée par le M23. Ce mouvement rebelle rwandais continue à opérer le massacre de populations dans le territoire de Rutshuru, malgré les accords de paix signés entre les Rwandais et la République démocratique du Congo. Suivez le porte-parole du gouvernement militaire du Nord Kivu. Je cite le général Sylvain Ekenge. Regardez. Cette offensive déclenchée par les forces de défense du Rwanda démontre à suffisance les intentions belliqueuses du pouvoir de Kigali, déterminé à saboter les décisions des chefs d'État sous-région, ainsi que les initiatives de l'Union africaine, des États de l'Afrique de l'Est et de la communauté internationale pour le retour de la paix et de la sécurité dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi, malgré la feuille de route contraignante du ministre sommet de Luanda, où
aucun désengagement des forces rwandaises et des terroristes du M23 n'est observé sur le terrain. Au contraire, il est constaté un renforcement en effectifs et en matériel en provenance du Rwanda. En outre, face au refus des populations de se soumettre à leur dictat, les forces de défense du Rwanda et leurs supplétifs du M23 procèdent au massacre des civils innocents et sans défense dans le territoire de Rutshuru. Le dernier cas en date est celui de 50 civils congolais lâchement assassinés mardi le 29 novembre 2022 à Kishishe, en territoire de Rutshuru. Ça y est, c'est les ouf du soulagement. Le gouvernement congolais publie enfin l'accord signé en février dernier avec l'homme d'affaires israélien Dan Gettler, frappé par les sanctions américaines. Accord qui consacre évidemment la récupération des actifs miniers de la République démocratique du Congo, a souligné hier jeudi le ministre des Finances devant la presse. Cet accord a été publié après de longues séances de travail entre le gouvernement congolais et la société civile sur les enjeux que cela implique. Il était question de placer le curseur sur les intérêts de la RDC après la signature de cet accord avec Ventura, société représentant les intérêts de Dan Gettler. Un accord qui revêt d'un caractère important pour le pays. L'accord porte en compte sur les actifs pétroliers qui se trouvent sur le lac Albert. Et comme vous le savez, les actifs pétroliers ont une durée de vie aujourd'hui dans le cadre de la décarbonisation de l'économie mondiale qui est plutôt limitée. Le champ pour exploiter de nouveaux gisements pétroliers est relativement court. Peut-être que d'ici 10 ans, cela ne sera plus possible. Et donc, il y avait urgence à ce que nous récupérions ces actifs et que nous trouvions une solution pour les mettre en opération. Cette décision du gouvernement de vouloir récupérer ses actifs lui permet non seulement de réchauffer son partenariat avec les États-Unis d'Amérique, mais aussi balise le chemin pour les opérateurs économiques étrangers de ce secteur pour poser leurs valises en RDC en toute quiétude. L'accord que nous trouvons avec les frères est un premier pas pour une résolution complète du problème, pour permettre aux opérateurs miniers, qu'ils soient congolais ou étrangers, de venir en toute quiétude, acheter ou être partenaire et permettre l'exploitation de ces actifs. L'on se rappelle que l'homme d'affaires israélien a été frappé par les sanctions américaines car accusé de corruption. Autre chose à présent, le ministre des Ressources hydrauliques et l'électricité sera bientôt devant les sénateurs pour expliquer la cause de l'arrêt des travaux de la centrale hydroélectrique des Katende dans la province du Kasaï. C'est une interpellation lui adressée par les sénateurs Denis Kambaye lors de la plénière de jeudi. Rédunonzé nous fait le point. L'interpellation du Sénat adressée au ministre des Ressources hydrauliques et électricité est l'initiative du sénateur Denis Kambaye qui tient à avoir des éclaircissements autour des travaux de construction de la centrale hydroélectrique de Katende. Ce huis clos portait sur l'examen du texte d'interpellation du ministre des Ressources hydrauliques et électricité par notre collègue Denis Kambaye Chimbumbu. Après débat et délibération, nous avons examiné le texte. Il y a eu plusieurs intervenants. À l'unanimité, donc tous les sénateurs décident de l'interpellation du ministre des Ressources hydrauliques et électricité suite aux questions qui ont été posées, notamment concernant la chute de Katende, dont les travaux devaient déjà arriver à terme, tel que l'avait promis le ministre lors de son passage ici.
Ici de noter qu'au cours de la même plénière, le Sénat a voté pour une nouvelle fois la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national. Le Sénat a également voté 2 propositions de loi déjà examinées en première lecture par l'Assemblée nationale. Il s'agit notamment de la proposition de loi modifiant l'ordonnance-loi portant création de la taxe de l'industrie et du projet de loi modifiant et complétant le décret portant code pénal congolais en matière de prévention et de protection de la traite des personnes. Sachez que le monde entier a célébré ce 1er décembre comme chaque année la journée mondiale du sida. Dans la province du Congo, l'on a largement exploité les thèmes de cette année qui est main dans la main pour vaincre la stigmatisation et réduire tout de même les nouvelles infections à VIH-Sida. Depuis la ville de Kenge, on retrouve les explications de notre envoyé spécial Elvis Smith. Il s'agit d'une véritable occasion pour sensibiliser les jeunes de la province du Kwango. Sous la houlette des autorités provinciales, sur la première ligne, le gouverneur Jean-Marie Petit Amata. L'unité et la bonne prise en charge de personnes vivant avec le VIH, c'est le message clé à retenir de l'adresse de Prince Noël Kupungu, ministre de l'Intérieur, délégué par le patron de l'exécutif provincial. La population congolaise et congolaise doivent savoir que les Syriens sont des personnes vivant avec nous et il faut éviter la stigmatisation à leur endroit. C'est des personnes comme nous, il faut les accompagner. Ils n'ont pas choisi d'être victimes de cette maladie, mais notre accompagnement serait vraiment une solution à combattre la pandémie. Il existe des produits bien spécifiques pour cette catégorie de personnes pour augmenter leur espérance de vie, disent les autorités sanitaires de la zone de santé de Kenge, qui condamnent dans le même temps la stigmatisation envers les personnes atteintes du sida. La personne qui vit avec le VIH-Sida est une personne comme nous. Et si cette personne suit bien ces produits curatifs, ces derniers vivent normalement. Pour lutter contre la stigmatisation. Et cela aidera à la non-clandestinité de nos personnes vivant avec le PV. Avec un chiffre de 25,6 millions de personnes vivant avec le sida dans le monde, la zone Afrique reste la plus touchée par cette pandémie. En parlant justement de la journée mondiale du VIH-Sida, le docteur Bob Mugobo exhorte les Congolais à observer massivement les mesures préventives comme moyen efficace de lutter contre cette maladie et parle tout de même d'une énorme évolution dans la prise en charge des malades. Il est au micro de Torres Atibo. Le risque lié à la maladie, c'est plus la dysimmunité. Cela signifie que le taux de CD4 va diminuer, où on appelle notamment les anticorps. C'est le grand risque qu'on court avec le VIH. Et puis aussi, mis à côté aussi les infections opportunistes qui peuvent survenir dû à cette désimmunité-là. Voilà un peu, en grosso modo, le grand risque qu'on court un patient avec le VIH-Sida. Par rapport aux moyens de prévention, nous pouvons citer 3 grands moyens de prévention, notamment l'abstinence, il faut vraiment s'abstenir. Il y a aussi la fidélité à son seul partenaire. Vous avez un seul partenaire, que vous restez fidèle, vous faites des rapports sexuels avec seulement ce seul partenaire-là. Et puis, il y a aussi les préservatifs. Donc, nous avons ces trois grands modes-là. L'abstinence, la fidélité, puis le préservatif. Ce sont ces 3 grands modes qu'on peut se protéger. Actuellement, la prise en charge avec l'évolution de la science et de la technologie, nous avons des comprimés qu'on prend, et puis il y a maintenant des injectables aussi qu'on prend chaque 2 mois. Les comprimés sont pris journalièrement. Les injectables sont pris chaque 2 mois avec certaines conditions. Et puis il y a aussi l'évolution de certains tests qu'on fait aussi dans d'autres prises en charge, notamment en Israël, où on a essayé un peu de faire la modification génétique de lymphocyte B, notamment pour essayer un peu de mimer le VIH, mais avec l'évolution, d'abord, on a ces 2 grands-là, les comprimés et puis les injectables actuellement. Du 31 janvier au 3 février 2023, ce sont des dates qui marqueront la visite officielle du Saint-Pape François en République démocratique du Congo après les reports en juillet dernier pour des raisons sanitaires. L'annonce a été faite hier jeudi 1er décembre par Monseigneur Matteo Bruni, directeur de la salle du Saint-Siège. Retrouvez dans ses commentaires les explications en rapport justement avec la visite très prochainement du Saint-Pape.
C'est à nouveau officiel, le pape François se rendra en République démocratique du Congo du 30 janvier au 3 février 2023 et au Soudan du 3 au 5 février de la même année. L'annonce a été faite hier jeudi 1er décembre et par les directeurs de la presse du Saint-Siège, Mathieu Bourigny, je citais. Rappelons que les voyages apostoliques du pape François en RDC au Soudan, prévu du 2 au 7 juillet dernier, avaient été reportés à une date ultérieure en raison de problèmes de santé du pape François. En effet, ce médecin lui avait recommandé de ne pas voyager afin de ne pas annuler les résultats des thérapies du genou encore en cours, avait-il expliqué les directeurs de la salle de presse. Il avait alors ajouté qui repoussait ne pas annuler. La salle de presse du Saint-Siège a publié à ce jour le programme intensif de ces 6 jours sur les continents africains. Mardi 31 janvier 2023, l'avion Papa décollera de l'aéroport international de Rome. Mardi 31 janvier à 7h55 pour Kinshasa, qui est situé dans le même fuseau horaire que Rome. Après 7 heures de vol, l'avion doit atterrir à 15 h à l'aéroport international de Njili à Kinshasa où aura lieu l'accueil officiel. La cérémonie de bienvenue au Palais de la Nation à 16h30 sera suivie d'une visite de courtoisie au président de la République Félix Tshisekedi, je cite, dans la salle présidentielle du Palais de la Nation. Puis le pape François rencontrera les autorités représentants de la société civile et les corps diplomatiques dans le jardin du Palais de la Nation où il prononcera son premier discours. Mercredi 1er février à Kinshasa toujours, le pape célébrera la messe à 9h30 à l'aéroport Ndolo où il prononcera l'homélie. Après-midi, à la Nonciature apostolique, il rencontrera à 16h30 les victimes dans l'est de la RDC, puis à 18h30 le représentant de certaines œuvres caritatives. Il prononcera ensuite un discours à chacune de ces rencontres. Jeudi 2 février, toujours à Kinshasa, une première rencontre prévue dans la matinée, ainsi qu'un discours en présence de jeunes et des catéchistes au stade de Martyr de la Pentecôte. Dans l'après-midi, un autre discours sera prononcé dans le cathédrale Notre-Dame du Congo au cours d'une rencontre de prière avec deux prêtres, le diacre, les personnes consacrées et les séminaristes. À 18h30, aura lieu la désormais traditionnelle rencontre privée avec le membre de la Compagnie de Jésus à la Nonciature apostolique. Vendredi 3 février, fin de la visite à Kinshasa. Consternés par la nouvelle tarification du carburant, les motocyclistes disent contraindre d'énormes difficultés pour atteindre le coût du versement journalier. Conséquence, hausse du prix de la course pour la plupart des Wewa. On vous propose tout de suite les explications à travers ces reportages des papiers Vangoueri du Nanzei. Le communiqué du ministère de l'économie nationale portant fixation de la nouvelle tarification des prix des carburants est un véritable cauchemar pour les automobilistes. La hausse du prix du litre d'essence constitue la principale difficulté pour réunir le montant requis pour les versements journaliers. Je viens d'arriver ici à la station. J'ai constaté la hausse du prix du carburant. Je suis surpris, j'ai acheté à 3000 francs. Ce motocycliste a estimé que seule la hausse du prix de la course pourra pallier à cette difficulté. Nous avons fixé la course à partir de 2000 francs ou 2500 francs. Nous les motards, nous ne comprenons pas cette histoire de hausse des prix des carburants associés à la création. Nous ne savons pas ce que nous pouvons faire. Il y a eu hausse du prix des carburants certes, mais les automobilistes sont conviés à se conformer à la tarification fixée par le gouvernorat de la ville de Kinshasa pour ne pas pénaliser la population congolaise. Du sport, pour terminer, le Maroc rejoint désormais le Sénégal en 8e de finale après sa qualification hier jeudi devant le Canada sur le score de 2-1 et termine en tout cas en première position de son groupe. La Coupe du Monde se poursuit justement encore ce vendredi avec le Cameroun qui joue gros. Le Brésil déjà est qualifié. Retour en images et les explications sont à suivre dans cet élément. Avec se déqualifier pour les 8e de finale de la Coupe du Monde Qatar 2022, le continent africain a déjà égalé son propre record dans la compétition.
Le Maroc a réalisé un véritable exploit hier jeudi 1er décembre en battant les Canada sur le score de 2-1. Les Lions de l'Atlas ont validé donc leur qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde, mais également leur première place dans le groupe F, une poule dans laquelle figurait la Croatie, vice-championne du monde en titre, et la Belgique, troisième du dernier mondial. Avec cette qualification, le Maroc rejoint donc le Sénégal au prochain tour avec au moins une qualification en huitième de finale en 1986 et en 2014. L'Afrique avait vu sa belle série être stoppée en 2018 et quand aucun de ses représentants n'avait passé le pool. Le continent africain égale cette année son record de pays qualifiés en huitième de finale du mondial. En 2014 au Brésil, le Nigeria et l'Algérie avaient eux aussi passé le pool avant de s'arrêter au tour suivant. Ce vendredi 2 décembre, le Cameroun et le Ghana peuvent rejoindre le Maroc et le Sénégal. Pour rappel, les meilleures performances africaines en Coupe du Monde sont à mettre à l'actif du Cameroun en 1990, du Sénégal en 2022 et du Ghana en 2010, éliminés en quart de finale. Les Cameroun qui comptent qu'un point après 2 journées sont mal partis et devront battre le Brésil pour espérer une qualification. Les Ghanéens vont démarrer cette troisième journée dans la peau d'un qualifié virtuel. Une victoire face à l'Uruguay pour un remarque de 2010 leur assurerait une place pour le huitième de finale. Un nul peut même être suffisant si la Corée du Sud ne bat pas le Portugal dans le même temps. En parlant de pays africains engagés en cette 20e édition de la Coupe du Monde, sachez que le Ghana vient de quitter la compétition après sa défaite sur le score de 2-0 devant l'Uruguay, aussi éliminé de la compétition. Mais en tout cas, la Coupe du Monde, c'est jusqu'au 18 décembre. C'est la fin de ce journal. À tous, merci de l'avoir suivi.